et bienvenue sur le podcast de Kotobule. Moi c'est Momo et je fais partie d'une équipe de 4 copines qui vivent entre Tokyo et le sud de la France. Le podcast de Kotobule, c'est un espace où je vous partage mes moments de vie, mes réflexions et mes émotions en tant que maman tokyoïte. Parce que, au fil de mes conversations, j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous vivent des expériences similaires, ressentent les mêmes émotions et pourtant, on se sent parfois bien seul. C'est pour cette raison que j'ai décidé de créer ce podcast, pour offrir une voix à ceux qui se sentent isolés et rappeler à chacun qu'il n'est pas seul. Parce que même dans nos moments de vulnérabilité, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui comprend et qui traverse les mêmes hauts et les mêmes bas. Dans ce podcast, je partagerai mes propres expériences, mes réflexions, mais aussi des choses plus légères sur le Japon qui m'ont donné envie d'être celle que je suis aujourd'hui. Je suis consciente qu'on vit un peu tous nos émotions différemment, et c'est pour ça que je souhaite que ce podcast reste un espace de partage et de bienveillance. J'espère que vous êtes bien installés et que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. J'ai hésité avant de faire cet épisode. Je me demandais s'il n'était pas nécessaire de vous parler d'un contenu un peu plus léger, mais il était important pour moi de mettre en lumière certaines fausses idées reçues qui circulent sur les couples franco-japonais. Aujourd'hui, je voudrais essayer de débunker cette idée selon laquelle la femme japonaise changerait de caractère après le premier enfant. On a tous entendu l'histoire de Pierre, Paul et Jacques, ces papas français qui ont cru en une belle histoire d'amour et qui se sont retrouvés la corde au cou par leur vilaine femme japonaise. C'est assez drôle de voir que dans toutes ces histoires, il y a uniquement la version de l'homme français. Alors vous me direz, c'est parce qu'il est français et que, de façon logique, nous francophones, nous n'avons accès qu'à une partie de l'histoire. Mais est-ce qu'on a déjà essayé un jour de donner la parole à ces mamans ? Dans une histoire, il y a toujours 2 points de vue. Et je pense très sincèrement qu'il est temps aujourd'hui de rétablir un peu les choses. Bien sûr, il y a peut-être des choses culturelles qui augmentent les incompréhensions au sein du couple, mais vous serez étonnés de voir que le problème existe également dans les couples franco-français. Je dis franco-français, mais je vise tous les couples. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que je ne citerai pas les podcasts que j'ai écoutés. Je ne souhaite pas mettre le doigt sur les paroles qu'une seule personne aurait pu dire, alors que je sais très bien que beaucoup de gens diffusent une mauvaise image. De ce fait, si vous vous sentez concerné par mes propos, si vous avez l'impression que je remets en doute ces paroles, c'est peut-être qu'il est temps pour vous d'écouter un autre son de cloche. Je tiens également à préciser que, lorsque je parle de couple dans ce podcast, je parlerai uniquement de couples cisgenres car c'est le seul sujet dont je me sens légitime de parler. Ce podcast ne s'appuiera que très peu sur les chiffres, mais il vous fera surtout part de mon ressenti. Aujourd'hui, je vais donc essayer de vous expliquer pourquoi il est dangereux de croire ce que l'on peut vous dire sur les familles mixtes franco-japonaises. Le mythe de la japonaise frigide après l'accouchement. Ce qui se passe dans le lit des autres. Ça passionne tout le monde. Et forcément, quand une idée est répétée en boucle, personne ne se pose de questions. La japonaise qui devient froide, distante, frigide après l'accouchement, ça fait partie de ces clichés qui inondent la toile. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? Aujourd'hui, quand j'entends des hommes pleurnicher qu'ils ne peuvent plus tremper leurs biscuits, ça me fait vriller. Derrière leur frustration, il y a une énorme méconnaissance, voire un mépris total de ce qu'implique une grossesse et un accouchement. Jusqu'à maintenant, j'étais assez naïve de croire qu'entretenir un couple c'était simple. Se donner rendez-vous, faire des dates, trouver le temps de se poser dans le lit et faire des galipettes. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Commençons par l'accouchement. Avant toute chose, chaque femme est différente. Pour moi, par exemple, après un accouchement où ma péridurale n'a marché que pendant mes contractions, j'étais sur pied 2 heures après. Je n'ai eu aucun souci à me déplacer, à marcher ou à même m'asseoir. Ça m'a fait mal, certes, mais c'était clairement vivable sans antidouleur. Et peut-être que certaines mamans se reconnaîtront dans mon histoire, mais ça, c'est parce que j'ai été extrêmement chanceuse que mon corps soit aussi fort. Ce qui m'a fait me rendre compte qu'on avait toutes des histoires différentes, c'est la rencontre, 2 jours après mon accouchement, d'une maman dans la même chambre que moi. On avait accouché à quelques heures d'intervalle, et alors que je prenais ma douche, sans aide, et que je ne touchais pas à mes antidouleurs, elle marchait courbée en avant, les jambes arquées, et elle tenait un déambulateur. Un accouchement qui s'était pourtant bien passé, mais juste son corps qui prenait un peu plus de temps que le mien pour se remettre sur pied. Et pourtant, malgré ma forme olympique, la simple idée de faire quoi que ce soit me donnait des frissons. Les raisons ? Petit trauma de l'accouchement et de retomber enceinte, la fatigue, l'envie de se recentrer sur toi,
et surtout la libido complètement inexistante, et j'en passe. Tout ça, bien évidemment, n'avait rien à voir avec l'amour et le respect que j'avais envers mon partenaire. Déjà, il faut savoir que, d'un point de vue médical, on déconseille les activités sexuelles pendant environ 1 mois. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde en a envie après 1 mois. Messieurs, on saigne, on a des contractions qui continuent même après avoir sorti l'enfant, on a mal au sein à cause de la montée de lait, on est fatigué par toute cette nouveauté, le manque de sommeil, on se fait vomir dessus, on se fait faire pipi dessus, et on se fait pipi dessus aussi par la même occasion. Notre corps change et on doit accepter tout ça. On a des moments de doute, parfois même d'autoflagellation. On se demande si on est à la hauteur, on se sent seul. Alors oui, clairement, on a d'autres préoccupations que votre désir de faire la bête à deux dos. Des fois, on a juste envie d'un câlin, sans rien derrière, sans devoir engager quoi que ce soit. Mais le simple fait d'imaginer qu'on va devoir refuser des avances et qu'on va devoir se justifier pour ça, nous fait réfléchir à 2 fois. Alors demandez-vous si vous avez déjà fait la moue ou fait culpabiliser votre femme après votre accouchement parce que « on fait plus rien, tu ne m'aimes plus ». Vous êtes le problème, pas votre compagne. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que l'intimité d'un couple est au centre de sa propre culture que vous devez l'imposer à votre partenaire. Et puis, disons-le aussi, pour les couples français, normalisons le fait de ne pas avoir de relations sexuelles pendant plusieurs mois. Il y a bien d'autres façons de montrer son affection et de prouver son amour. Mais ça, c'est à vous d'en parler avec votre partenaire. La charge mentale, le tue-l'amour de tous les nouveaux parents. Petit rappel pour ceux qui n'ont jamais entendu ce mot, la charge mentale, c'est tout ce qu'il y a à penser et à gérer dans un foyer. En venant accuser leur femme japonaise, ces hommes dévoilent aussi au monde entier que la charge mentale ne fait pas partie de leur vocabulaire. En quelque sorte, on sait vite qui s'occupe de la maison et des enfants. Et je vous arrête, ce n'est pas juste aider, c'est prendre en charge. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui a accepté de prendre 1 an de congé paternité. Et même à 2, ça arrivait encore que notre maison ne soit pas rangée. Imaginez donc une femme seule, avec son enfant en bas âge, qui se lève plusieurs fois dans la nuit, qui doit penser à lancer plusieurs lessives parce que le caca a coulé, parce que l'enfant a vomi sur ses nouveaux vêtements, parce qu'un pipi a débordé de la couche. Mais elle doit aussi également faire le ménage, faire à manger pour vous, et si elle allaite, elle va devoir se poser juste pour se faire aspirer la moitié de son énergie. Entre-temps, il faut changer les couches, consoler bébé quand il pleure. Bref, ne pensez pas qu'en 8 heures tout ça est possible. Elle a passé la journée à stresser, à ne pas pouvoir faire ce qu'elle voulait, à s'occuper de son enfant, à penser à votre dîner, et vous attendez encore que le soir, elle ait la force de penser à vous. À votre avis, pourquoi le gouvernement essaye timidement de mettre en place des solutions comme des aides ménagères à domicile ? Ce n'est pas parce qu'ils ont du budget à jeter par les fenêtres. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est facile de blâmer l'autre de ne rien faire à la maison quand on n'a jamais soi-même essayé. Moi aussi, j'ai cru pouvoir être une mère qui arrivait à tout faire. M'occuper de l'enfant, m'occuper de la maison et faire en sorte que ma vie de couple soit épanouie. Eh bien, sachez-le, je n'ai jamais autant regretté ce que j'ai pensé. Je ne me suis jamais autant excusée intérieurement à toutes les mamans avant moi. Je n'ai pas honte de dire que, la première année, les seuls moments de répit qu'on pouvait avoir, que ce soit dans la journée ou même le soir, on les passait à dormir. Bien sûr que je me suis sentie une mauvaise épouse. Bien sûr qu'il y a des fois où j'ai pensé à faire semblant. Mais il y a un moment où tu peux plus faire semblant. Tu veux plus faire semblant. Parce que t'aimerais également que ton partenaire comprenne ta situation. Alors nous en avons parlé. Mais pas tous les couples savent réellement discuter. Et surtout, écouter l'autre. Et pourtant, même en discutant, je peux vous dire que quand le linge était séché en boule, qu'il manquait des choses dans le sac de bébé quand on sortait, parce que je lui avais demandé de le faire, et qu'il n'arrivait pas à se réveiller quand bébé pleurait la nuit, j'avais envie de mettre le feu à la maison. Et je vous avoue qu'il y a eu des moments où on s'est détesté. Mais pour l'avoir moi-même vécu, j'ai compris pourquoi certaines japonaises prenaient leur distance après l'accouchement. Ce n'est pas parce qu'elles sont soudainement devenues frigides, c'est juste que on se rend compte qu'il n'y a personne pour penser à nous. Nous les mamans. On doit penser à la maison, à l'enfant, et on nous demande encore de penser au mari. Et puis, il faut le dire aussi que les femmes japonaises fantasment souvent sur l'homme français, galant, romantique, déconstruit, qui prend soin de sa femme et de sa famille. Et puis, elle découvre Eric, en slip troué qui traîne en chaussettes et qui demande « Combien de millilitres de lait il faut donner au bébé ?» Le même Eric qui râle que l'appart est mal rangé, qui boude parce qu'il n'a pas eu son câlin,
et qui fait semblant de ne pas comprendre pourquoi sa femme le regarde de travers. Vous aussi, vous poseriez pas une distance ? Il faut arrêter de penser que la première année est simple de faire la part des choses entre le travail, son couple et son enfant. C'est un processus qui prend du temps et qui demande énormément d'efforts des deux côtés. Et surtout, beaucoup de communication. Les mamans font déjà beaucoup, alors arrêtons de leur demander d'essayer de maintenir le couple juste après être sortis de l'hôpital. Les mots sont forts et peut-être que certains se fâcheront. Mais très peu de mamans osent le dire parce que, disons-le, c'est un peu la honte d'étaler ses problèmes de couple, surtout quand on nous a fait croire que c'était nous le problème. Il y a peut-être des cas isolés où certaines personnes ont des réactions disproportionnées. Mais je me refuse de croire que toutes les japonaises qui ont été citées dans ces podcasts mais bon, on aime bien dire que c'est culturel, elles sont comme ça. Mais sachez-le, 40% des divorces au Japon ont lieu dans les 2 premières années après l'accouchement selon le ministère de la Santé en 2016. Et ça ne concerne pas que les couples mixtes. Et puis en France, on appelle ça le baby clash. Et il concerne un couple sur 4. Bref, que le couple soit franco-japonais ou pas, avoir un enfant est une épreuve. Et si un mec se retrouve à pleurer que sa femme japonaise ne veut plus de lui, c'est peut-être parce qu'il n'a jamais essayé, au moins, de voir ce qu'elle vivait réellement. L'enfant avant tout. Moi aussi, avant d'être maman, j'ai dit des conneries. Mon couple passera avant mon enfant. Je ne ferai jamais de cododo. J'arriverai à tout concilier. Aujourd'hui, j'aimerais remonter le temps et me mettre des baffes. Parce que quand on devient parent, tout change. Et ce n'est pas une question de vouloir ou pas, c'est une question de survie. Dormir séparément ou avec l'enfant. C'est un sujet qui fait débat, surtout en France. Dormir avec son enfant, ça casse le couple. C'est ce qu'on m'a répété toute ma vie. Même aujourd'hui, une partie de ma famille pense sûrement comme ça. Mais avec tout l'amour que je leur porte, j'aimerais leur dire que non. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Les premiers mois, votre enfant va se réveiller et vous allez devoir le nourrir toutes les 2-3 heures. Alors clairement, entre le stress de savoir si vous allez l'entendre, mais aussi de savoir si votre enfant respire bien et le cododo, il n'y a pas trop de questions qui se posent. Pour les mamans qui allaitent, ne pas devoir se lever à chaque fois aussi, au début, c'est un critère qui rentre en compte. Bref, dormir avec son enfant au Japon, c'est quelque chose de culturellement normal et ça s'appelle dormir en kawanoji, ce qui veut littéralement dire dormir comme le kanji de la rivière. En fait, le kanji de la rivière, il se compose de 3 traits. On peut voir les 2 grands traits de chaque côté qui symbolisent les parents et le petit trait au milieu, plus court, qui symbolise l'enfant. Jusqu'à maintenant, dans beaucoup de maisons japonaises, on dormait sur des futons à même le sol. Et c'était très simple de dormir en famille comme ça. Mais de plus en plus de familles dorment aujourd'hui sur des lits et à moins qu'ils soient king size, dur de se squeezer à 3 ou à plus. Alors forcément, quand tu es celle qui se lève la nuit, tu choisis de dormir avec ton enfant. Il y a des petits bouts qui arrivent à dormir très vite tout seuls. Et puis d'autres, comme mon fils, qui même après 1 an et demi, cherche la proximité pour se rassurer. Chaque famille est différente et chaque famille fait comme elle peut. Si dormir sur le canapé ne vous plaît pas, proposez de remplacer votre lit par 3 futons pour dormir avec votre famille. Mais si vous n'êtes pas celui qui se lève dans la nuit pour consoler les pleurs de votre enfant, j'estime que vous n'avez aucunement le droit de vous plaindre. Si vous êtes un homme et que vous pensez que votre femme japonaise vous rejette parce qu'elle est japonaise, demandez-vous plutôt, est-ce que vous partagez réellement la charge mentale ? Est-ce que vous prenez votre part de boulot à la maison ? Et est-ce que vous écoutez ses besoins ? Bien sûr qu'après un enfant, le temps que je passe avec mon mari, uniquement, a très grandement diminué. Mais c'est juste qu'en 24 heures, dont 8 plus ou moins où tu dors, et 8 où tu travailles si ce n'est pas plus, 1 à 2 heures pour rentrer, il ne te reste déjà plus beaucoup de temps. À ça, tu rajoutes 3-4 heures de tâches pour la maison, et j'inclus ici manger, prendre sa douche et s'occuper de son enfant. Il ne te reste plus que 2 heures pour toi. Alors oui, des fois, tu as juste envie de passer ces 2 heures pour toi et sans personne d'autre. Et forcément, ça diminue le temps passé en couple. Mais ça, ce n'est pas une question d'être en couple avec une japonaise ou pas. C'est juste que on n'a que 24 heures dans une journée et il faut accepter que des fois, on a envie d'être seul. Il y a encore plein d'idées reçues que j'aimerais débunker, mais ça sera sûrement pour une autre fois. Alors, quand vous entendez des histoires sur des japonaises qui divorcent, posez-vous les bonnes questions. Et arrêtons aussi de penser qu'on fera mieux. Surtout quand on ne sait pas ce que c'est d'avoir un enfant à charge. Vraiment. Je vous le dis avec tout l'amour que j'ai pour vous parce que je l'ai moi-même pensé pendant longtemps. Et puis pour finir, je voudrais vous partager les paroles d'une amie japonaise avec qui j'ai parlé de ce sujet et qui m'a dit qu'on reprochait souvent aux femmes de changer vis-à-vis de leur conjoint après un enfant. Mais quand on y pense, n'est-ce pas normal de changer après un enfant ? N'est-ce pas normal de s'adapter ? Ne devrions-nous pas nous demander
pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes ne changent pas, même après un enfant? Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que ce podcast pourra faire réfléchir certaines personnes et surtout, essayons de nous poser les bonnes questions. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Cotobule et promis, la prochaine fois, ça sera peut-être un peu plus light. Si vous avez des histoires à nous partager ou juste des commentaires, n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre Instagram, mais aussi sur notre Discord. Ça sera avec plaisir qu'on vous répondra. Passez une très bonne journée là où vous êtes dans le monde et matane!